Je vais peut-être le garder. Autre thématique. Qui veut la peau du monde occidental et de l'homme occidental? La porte-parole d'Oser le féminisme, Violaine de Philippis, a accusé la culture judéo-chrétienne d'être l'inspiratrice des meurtres de femmes en France. C'était la semaine dernière. Que vous inspire cette réflexion? D'abord, un profond accablement, parce que bon, il suffit de regarder la condition des femmes en Afghanistan, en Iran, ne serait-ce que où l'on voit que ces femmes se battent contre un régime autocratique, machiste, sexiste, qui méprise les femmes, pour se rendre compte que s'il y a un problème, c'est bien effectivement dans ces pays islamiques-là. Bon, mais je rappelle tout de même le propos de cette jeune femme, parce qu'il faudrait la citer dans son ensemble. Elle était interrogée sur les meurtres, des meurtres de 2 femmes récemment en France. Donc elle accusait, elle disait ceci, elle a récité ceci: ce ne sont pas des faits divers, mais des faits systémiques, des faits que notre société engendre. Je rappellerai d'ailleurs que c'est notre culture judéo-chrétienne qui les engendre. Malgré ce que tente parfois de faire croire l'extrême droite, ce n'est pas dû à l'immigration, c'est bien notre culture, nos valeurs qui créent ces drames. Donc on est vraiment accablé par autant de bêtises récité avec autant d'aplomb. Car, bien sûr, naturellement, il peut y avoir des meurtres de femmes en France, naturellement. Mais si l'on regarde la condition des femmes ailleurs qu'en France, la condition des femmes est bien meilleure en France qu'ailleurs. Elle est d'ailleurs bien meilleure dans les pays occidentaux qu'ailleurs. Et d'ailleurs, le christianisme a été à la source, si je puis dire, de la promotion de la femme. Je reprends là un argument qui a été développée par Eugénie Bastier dans un bon papier qu'elle a fait cette semaine dans le Figaro pour répondre précisément à cet argumentaire. Et elle rappelait que d'abord que c'est Jésus qui a interdit de lapider la femme adultère, rappelez-vous, donc déjà qui a interdit une sorte de féminicide avant l'heure, pour reprendre ce mot des féministes que je n'aime pas, mais enfin que j'emploie à dessein ici pour me faire comprendre. Naturellement, le culte de Marie est un culte qui est un culte à la mère, mais est un culte à la femme. Le culte des saintes, des multiples saintes, sont naturellement des cultes également au rôle que jouent les femmes dans la religion catholique. Donc il est tout à fait imbécile, naturellement, de vouloir critiquer la religion judéo-chrétienne comme étant à la source du machisme, bien qu'il y ait pu y avoir du machisme dans la société occidentale, je n'en disconviens pas, alors même qu'on voit bien que dans les textes du Coran lui-même, vous avez des textes qui appellent à frapper la femme, c'est écrit noir sur blanc, et donc j'aimerais que cette Péronnelle regarde, au moins lise les textes et regarde son histoire. Mais ceci dit, cette manière que l'on a aujourd'hui de cracher sur nous-mêmes n'est pas nouveau. Je me souviens d'un clip qu'avait fait, c'était lors de la journée de la femme de 2014, le 8 mars 2014, qu'avait fait Julie Gaillet, qui est devenue l'épouse de François Hollande, qui, pour dénoncer des mariages forcés, avait mis en scène un couple de bourgeois parisiens, visiblement très fortunés, qui avaient décidé de donner leur petite fille à un vieux libidineux en les faisant se marier dans une église. Donc on voyait bien qu'il y avait un détournement du message pour faire comprendre que les mariages forcés étaient des pratiques communes, dans le fond, chez les bourgeois du 16e arrondissement de Paris, alors que les mariages forcés sont naturellement des pratiques tribales qui sont développées par les populations issues de la diversité. Et donc il y a un profond accablement à voir que vous avez toute une jeune génération qui est perméable aujourd'hui à cette déformation de l'histoire. Vous avez été choqué, j'imagine, Gabriel, par cette déclaration de Violaine de Philippis, qui accusait, je le rappelle, la culture judéo-chrétienne d'être l'inspiratrice des meurtres de femmes en France. Oui, d'ailleurs, elle ne donne pas l'ombre d'une justification. Elle sort sa phrase comme ça passe crème. C'est quand même assez atterrant de voir sortir de telles inepties, et en plus qu'on ne se donne même pas la peine d'essayer un semblant d'explication. Alors là, j'ai un peu creusé. Cette personne est aussi chroniqueuse à l'humanité. À Noël, elle a expliqué que Noël, c'était le patriarcat. Vous voyez, donc elle a une subtilité de la pensée assez remarquable. Non, ce qui m'effraie, c'est que, avant de revenir sur le fond du sujet, c'est que Oser le féminisme, elle est porte-parole d'Oser le féminisme, hein, c'est une association qui est subventionnée, et notamment qui intervient dans les écoles, c'est sur leur site, je suis allée sur leur site, hein, c'est expliqué de façon très claire, qui intervient dans les écoles à la demande, gratuitement, par exemple en Île-de-France, parce que c'est la mairie de Paris et le Conseil régional d'Île-de-France qui subventionnent ces interventions, offrent ces interventions aux écoles. Donc c'est intéressant de savoir ce qui est raconté à nos filles. Alors évidemment, tout ce qu'elles racontent, c'est évidemment
n'importe quoi. Vous avez vu beaucoup de femmes qui partent de l'Occident et qui rêvent d'aller au Pakistan, en Afghanistan, sous d'autres cieux pour avoir une condition meilleure. Évidemment, c'est faux. Et puis, c'est quand même très paradoxal de la part de ces femmes de gauche d'ensuite réclamer qu'un certain nombre de femmes soient accueillies, parce que si elles ne sont pas accueillies chez nous, elles seront excisées ou elles seront mariées de force. Alors, je rappelle que le christianisme, Yvan Rioufol a infiniment raison, c'est lui qui a tout simplement permis l'émergence d'un féminisme, comme le raconte, je crois que c'est Anne-Marie Pelletier dans son livre Le christianisme et les femmes via un siècle d'histoire. Et d'ailleurs, c'est dans Régine Pernoud, La femme au temps des cathédrales, on peut lire, et c'est très finement expliqué, que ce sont des reines européennes qui ont converti l'Europe, comme Clotilde chez nous, parce qu'elles avaient la foi, évidemment, mais parce qu'elles y voyaient aussi leur intérêt dans un mariage monogame et par consentement mutuel. On est un peu pressé par le temps, très rapidement. Yvan, juste pour oser le féminisme, l'une de ses présidentes ou fondatrices, Raphaël Rémy-Leleu, est également conseillère de Paris. Il y a des élus... la pignon sur rue, cette association. Voilà. Bien sûr. Allez-y, Yvan, vous vouliez réagir, et notamment cette haine de ce que nous sommes. Pourquoi tant de haine ? Je pense que nous payons là effectivement un héritage de ces vieilles idées chrétiennes devenues folles, comme le disait Chesterton, et notamment de ce mea culpa qui, naturellement, pour nous, nous fait assumer nos fautes, mais nous fait assumer nos fautes jusqu'à l'excès quand il s'agit d'avoir à s'excuser de notre colonisation passée, de notre esclavagisme passé, de notre antisémitisme passé, que sais-je. Et il y a une bonne formule que j'ai reprise d'Alain de Benoît dans ses confessions intimes qui viennent de sortir, où il nous dit que le christianisme a été à la source de la modernité, mais que là, en même temps, la modernité est en train de tuer ce christianisme précisément par les excès de la modernité, et donc dans une sorte de parricide parfait. Et donc, en effet, nous sommes victimes aujourd'hui de notre trop grande générosité intellectuelle et de trop grande ouverture d'esprit, qui fait que, naturellement, nous avons à reconnaître nos fautes que les autres ne reconnaissent pas pour eux-mêmes. Je vous presse un peu et je m'en excuse, parce que dans la deuxième partie, Jean-François Bronstein sera votre invité. Et puis, vous avez trouvé la formule du soir. Le bras d'honneur permanent. On revient dans un instant. Vous allez parler justement de la religion woke, votre religion. La deuxième partie de Face à Rioufol, toujours avec Yvan, bien sûr, et Gabriel est présente également. Et nous sommes avec Jean-François Bronstein. Bonsoir, Jean-François Bronstein. Vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne. Vous avez écrit La religion woke et la philosophie devenue folle. Yvan, pourquoi avoir invité Jean-François Bronstein ? Parce que j'ai adoré ces deux derniers livres qu'il faut lire si vous voulez comprendre comment, effectivement, la philosophie devient folle et comment les idées les plus saugrenues peuvent être maintenant soutenues avec le plus grand sérieux. Alors, les idées les plus saugrenues qui peuvent conduire, par exemple, à ce que des enfants puissent choisir leur sexe, qui peuvent conduire certains intellectuels à dire que puisqu'il n'y a pas de différence entre les espèces, la zoophilie, par exemple, est autorisée. Et vous avez des aberrations de ce genre. Et la dernière aberration en date vient du planning familial qui, après avoir fait la promotion de l'homme enceint, a fait un petit texte pour assurer que le pénis n'est pas un organe sexuel mâle. Donc, comme on en arrive maintenant à ces aberrations, à ces imbécilités, il faut comprendre ce qui se passe. Et ma première question est de vous demander si le monde intellectuel est bien encore ancré dans la rationalité ou est-ce qu'aujourd'hui c'est un divorce qui est prononcé ? Je crois qu'effectivement, dans mon premier livre, La philosophie devenue folle, j'avais montré qu'à l'intérieur du monde intellectuel, il y a des théories très aberrantes qui circulent, avec l'idée qu'il faut effacer toutes les limites entre l'homme et l'animal, les limites entre l'homme et la femme, et aussi effacer le caractère tragique de la mort. Donc l'enthousiasme, ce que j'appelle l'enthousiasme pour l'euthanasie. C'était il y a 5 ans, et je pensais que ça allait avoir des conséquences, et les conséquences sont là maintenant. C'est-à-dire que la théorie du genre maintenant est omniprésente, la question de l'animalisme aussi est avancée, et l'euthanasie également. Et donc, mais ça va assez loin sur l'animalisme. Moi, cela m'avait choqué à l'époque de voir que l'antispécisme, ceci peut conduire, selon certains, et notamment Stinger, je crois, je ne sais plus quel est son nom, à faire l'éloge des relations sexuelles entre l'homme et l'animal. On en est bien là, on est bien d'accord avec ça. Il raisonne uniquement en termes de quantité de plaisir ou quantité de souffrance. Donc pourquoi pas, si l'animal est content, pourquoi pas avoir des relations sexuelles avec lui ? Il ne voit pas la question. Alors ça vient d'un autre délire qui est un délire, je dirais, de philosophie analytique. C'est-à-dire l'idée qu'on peut penser les sentiments, le plaisir, la souffrance en dehors de
de tout sujet. Et ça vient aussi du fait qu'on veut effacer l'homme. Il y a une attaque directe contre l'idée d'humanisme, contre l'homme tel que le définissait la Renaissance, les Lumières, etc. Oui. Mais ce qui est très étrange, c'est que maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant. Et c'est pour ça que j'ai fait un deuxième livre sur cette religion woke, parce que ça, c'est descendu aujourd'hui dans toutes les universités, dans les écoles, dans les entreprises, etc. Alors, quelle est la source de cette idéologie? Quel est le dénominateur commun de ces folies? Est-ce que c'est l'indifférenciation? C'est pour être ça? Non, moi je pense que c'est tout à fait différent. C'est effectivement, alors on dit souvent ça vient des auteurs français, des philosophes français, pas du tout. Les auteurs français ne sont pas des auteurs identitaires et communautaires comme cela. C'est effectivement l'idée que ils ont une nouvelle vision du monde. C'est pour ça que j'ai gardé le terme woke, parce que woke ça veut dire réveiller, éveiller. Et alors ils disent éveiller l'injustice, etc. Mais c'est vraiment une nouvelle vision du monde avec trois thèses principales, en gros. La théorie du genre, c'est-à-dire l'idée que ce qui compte, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la biologie qui est critiquée comme une fausse science, c'est le sentiment que l'on a, la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre. Et c'est ce que l'on enseigne maintenant dans les écoles américaines, anglaises, écossaises et plus ou moins chez nous. Deuxième idée, la race, c'est-à-dire que si vous voulez être antiraciste, il faut toujours parler de race, il faut être obsédé par la race. Et il faut agir toujours en fonction de la couleur de peau de celui auquel vous adressez. C'est le contraire de l'universalisme républicain. Pamdia dit on ne parle pas assez de race en France à cause de l'extrême droite. Ben non, on ne parle pas assez de race en France parce qu'on est dans un pays universaliste et où on ne considère pas la couleur de peau des gens. Moi, une formule très, très courante qui est de dire « je me moque que vous soyez jaune, noir, jaune ou vert », ça c'est extrêmement raciste pour ces militants parce qu'il faut toujours regarder la couleur. Donc, ça, et entre parenthèses, on a le droit de se dire homme si on est femme ou femme si on est homme, mais on n'a pas le droit de se dire blanc si on est voilà, si on est noir. C'est assez compliqué. Alors c'est assez contradictoire. Il y a une contradiction, mais effectivement, parce que si on dit je suis noir, d'abord, on plaisante avec quelque chose qui est la catégorie la plus opprimée, et puis ça casse des communautés. Donc tout ça, c'est autour des communautés. C'est-à-dire que quand on devient transgenre, on devient dans la communauté des transgenres. Quand on est noir, on est dans la communauté noire, etc. Donc il y a ces deux idées qui sont un peu incohérentes, mais qu'ils soutiennent à la fois. Et puis il y a une troisième idée, c'est l'idée que la science n'existe pas, il n'y a pas de connaissance objective, tout est toujours d'un point de vue subjectif, du point de vue, il faut donc faire une science des dominés plutôt que de chercher la vérité. Donc c'est tout à fait le contraire, je dirais, de ce qui est la base, si je puis dire, de l'université républicaine, etc. Et autre point, c'est qu'il y a un refus radical de débattre et la volonté d'annuler l'ensemble de la culture occidentale qui n'est pas conforme à ces principes. Et le réel n'a plus sa place. Le réel est subsidiaire, est optionnel, si je puis dire. Et c'est pour ça que je crois que la théorie du genre est vraiment le cœur de cette histoire-là, parce que la théorie du genre, c'est dire le corps n'existe pas, si je décide d'être ceci ou cela, je peux l'être. Alors c'est une idée absurde, ça fait penser à une hérésie chrétienne qui s'appelait la gnose, où on pensait que le corps c'était le mal, et ils veulent effectivement se débarrasser du corps. Le problème, si c'était juste une histoire d'universitaire, etc., ça ne serait pas grave, mais ça va dans le même sens qu'effectivement toute l'idéologie du métaverse, des GAFAM, qui est une idéologie du monde virtuel. Et il y a effectivement une espèce de guerre, je dirais, entre ceux qui se réclament du monde réel et ceux qui se réclament du monde virtuel. Ces woke pensent qu'effectivement, ils vivent dans un monde virtuel. Et d'ailleurs, on le voit chez les jeunes qui se laissent séduire par cette hypothèse trans, c'est un monde virtuel. Et c'est ça qui est très gênant parce que ce n'est pas juste une idéologie d'universitaire de gauche, soi-disant, c'est aussi l'idéologie des GAFAM. Alors ce qui est surprenant, c'est que cette idéologie saugrenue est en train d'envahir à peu près tout le monde universitaire. D'abord, elle s'est implantée aux États-Unis, a envahi tout le monde universitaire français et ne semble pas avoir d'obstacle face à elle. Comment expliquez-vous cette passivité-là? C'est très, très étonnant. Mais je crois que la principale raison, c'est le fait que c'est la première fois qu'une religion naît dans les universités. Or, théoriquement, le lieu qui critique ces idéologies absurdes, c'était les universités modernes. C'est-à-dire que dans les universités depuis le 19e siècle, c'est la raison, le libre examen, l'échange d'arguments qui commandent. Or là, ce sont les universitaires qui sont le plus enthousiastes sur cette question-là. Mais comment ça s'explique alors? Moi, je cite un auteur Tertullien qui dit « Credo qui absurdum ». Je crois parce que c'est absurde. Je crois que les universitaires, les intellectuels croient à ce genre de choses parce que c'est absurde. C'est-à-dire parce que ça fait sens vers une plus haute connaissance. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment une religion, parce qu'il s'agit de quelque chose
qui est totalement invraisemblable d'une Mais- certaine manière. Juste,